Dernière conférence de la journée. Donc, oui, hein, on va lancer la fondation Saint-Exupéry que nous avons proposée à Nicolas. Ambassadeur de la fondation Saint-Exupéry. Il va parler de tout ça. Voilà, donc on est très heureux. On remercie encore une fois la mairie, l'Office du tourisme. Vous avez vu un petit peu les grands que nous avons trouvés. On avait essayé des prendre scène. Ils ont trouvé des grands vidéos magnifiques. En fait, ici, on profite. Voilà, encore une fois, dans un lieu exceptionnel. Je laisse la parole à Guy Potter. Merci. Absolument, on va passer une petite heure ensemble, plus si vous voulez. Un exposé, 45 minutes, 50 minutes, des questions. Et vous aurez l'occasion de poser toutes les questions que vous voulez, puisqu'on a toujours des petits secrets dans la vie des astronautes, mais là, c'est là pour les partager. Pour dire la vérité, parce que l'espace est un lieu aussi de politique, de réussite des nations, etc. Il y a des langages, des images, des légendes, et puis il y a la vérité. Donc on va faire un tour de vérité dans l'espace. L'espace a été un lieu au départ des sciences, un lieu de conquête, mais de conquête des sciences. Ça a été une boussole, ça a été finalement les sphères célestes, au niveau de la physique moderne. Et puis comme toujours, on voit les choses et on veut les explorer, donc on a envoyé des satellites. Et tous ces satellites sont devenus humains. Et j'ai eu la chance de faire partie de cette époque où on était encore dans l'exploration de la conquête. Aujourd'hui, l'espace se développe un peu. Et il devient un lieu aussi de satellite, d'échange, et malheureusement, c'était un commerce, c'était des flottes de commerce, un lieu militaire, et on en parlait. Donc moi, mon épopée, ça a été une épopée de différentes. Et pour en parler, je n'ai peut-être pas les mots, donc j'ai décidé de m'inspirer de quelqu'un qui avait déjà fait de la hauteur de ses avions, une hauteur de la pensée, et bien évidemment qui emploie de Saint-Exupéry. Je vais m'inspirer de beaucoup de ces citations. Donc vous allez voir qu'elles sont finalement très actuelles et qu'elles collent au voyage spatial. Donc Saint-Exupéry aurait été forcément un bon représentant et un astronaute, puisqu'il qualifiait à la fois dans le pilotage, la capacité à gérer les situations difficiles, mais aussi dans les sciences. Et les auteurs, on oublie parfois de différents brevets. Est-ce que vous m'entendez bien tous au fond de la salle? Un peu plus fort? Ah, quand même. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre là, sinon je m'entends parler. Et je n'aime pas ça. Et je vais prendre peut-être quelqu'un pour passer les diapos. Nicolas, au travail. Nicolas, qui est pilote, qui appartient à cette activité dans de l'aéronautique. C'est pour ça que j'ai un petit t-shirt d'aéroclub d'Avignon. Pour ceux qui ne savaient pas noter. Donc, Saint-Exupéry. Première image, c'est bien évidemment celle que je prends en arrivant là-haut. C'est l'endroit d'où vient Sadat, qui est caché un peu par les péages. C'est Arfaya, c'est le sud marocain. Ici, le haut du Maroc, qui descend la côte, c'est le chemin que prenait l'aéropostale pour aller délivrer le courrier en prenant tous les risques le long de ce trait de côte marocain. Il s'avère que la filiation que j'ai aussi avec ce texte, c'est que le Maroc fait partie de mon histoire, puisque j'y ai grandi. Saint-Exupéry a une phrase magnifique sur l'enfance. Il dit « On est de l'enfance comme on est d'un pays. » Ça veut tout dire, c'est-à-dire que l'enfance définit absolument l'être qu'on va être. Et le définit à travers ses ambitions, ses rêves, ses envies, ses détresses, ses peurs. Et la difficulté parfois, c'est de vivre sa vie d'homme comme l'enfant l'aurait voulu. Et j'ai eu la chance finalement de pouvoir vivre ce rêve et d'être à la hauteur des ambitions de l'enfant. Enfant, j'étais au Maroc et à l'époque, il n'y avait pas de télévision, on regardait le ciel étoilé. Et avec mes parents, on s'allongeait sur le sable, on regardait le ciel étoilé. Et du ciel étoilé, je comprenais quelque chose d'essentiel à la position des humains sur cette terre. Et je me suis posé la question, si tu allais là-haut, et si tu voyais la terre d'en haut, alors qu'est-ce que cette vision pourrait t'amener? Et donc je n'ai eu de cesse que de m'élever, de prendre de la hauteur, comme Antoine de Saint-Exupéry,
Très tôt, lui aussi d'ailleurs, avait réussi à faire un tour d'avion alors qu'il était absolument interdit. Qui contrevent démarrer avait réussi à prendre de la hauteur. Alors prenons un peu de hauteur ensemble et partons dans cette aventure spatiale. Cette aventure spatiale, elle débute comme l'aventure d'un pilote. Il fallait bien pour prendre de la hauteur savoir piloter. Et le hasard de la vie a fait que je me suis retrouvé dans l'escadre. Le Saint-Exupéry, l'escadre de reconnaissance dans laquelle il avait servi. En mai-juin 40 et en avril-juillet 44, c'est pas C'était un symbole auquel je n'avais pas encore prêté attention, ce qui fait que j'étais très fier d'être dans cette escadre de reconnaissance. Il faut savoir que le métier de pilote de reconnaissance, c'est le métier le plus dangereux. J'ai fait une mission de combat, j'ai fait la guerre du Golfe, et à l'époque, quand on volait, les Irakiens avaient encore leurs avions, puisqu'on était en mission de reconnaissance. On s'approche du danger pour voir à quoi il faut. Et toute ma vie de militaire, ça a été une vie où j'ai appréhendé le risque, c'est pour ça que j'en parle souvent, mais aussi où ce risque m'a donné une grande joie, qui est la joie de vivre et d'être vivant chaque jour que Dieu faisait. C'est-à-dire que quand on prend ces risques dans ces métiers, ça peut être un sapeur-pompier, ça peut être quelqu'un qui monte sur les toits, et bien la vie a plus de goût. Je pense qu'un des grands risques aujourd'hui qu'on court est de penser que la guerre, elle, serait une solution. J'ai été militaire et je savais que c'était simplement la partager très rapidement avec vous, qui pour moi est essentiel. Saint-Exupéry dit la guerre n'est pas une aventure. La guerre, il l'avait faite, c'est une maladie, comme le typhus. C'est pour ça que quand je parle des métiers militaires, j'aime en parler avec exaltation, parce qu'ils ouvrent la porte de la fraternité. On va parler de la fraternité, c'est essentiel dans l'œuvre de Saint-Exupéry. Et une fraternité pour quelque chose de plus grand que soi. C'est-à-dire, en fait, être militaire pour que la guerre ne se passe jamais. C'est bien mon but dans l'existence. Photo suivante. Et je me retrouve, parce que certains ont appelé la fin de l'histoire, c'est tout gamin, l'Union soviétique s'écroule, et on se retrouve à faire la paix avec l'ancien partenaire de l'Union soviétique. Sur cette image, je suis le premier militaire à me poser sur la base militaire libérée par les soviétiques de Varsovie. Les Polonais ont insisté pour que ce soit un pilote français qui soit le premier pilote à venir se poser en Pologne libérée. C'est pas rien. Imaginez que ce rendez-vous, on l'a coupé. On a fait quelques échanges. J'ai fait les premiers vols entre les Mirage 2000 et les MiG-29. Puis ensuite, les Américains sont arrivés en 2016. La Pologne est devenue la porte d'entrée des États-Unis en Europe. Alors qu'on avait une filiation historique énorme avec la Pologne. Et j'ai eu la chance, en tout cas, d'être le premier homme du monde libre à me poser sur cette base de Varsovie. J'avais la base entière au garde à vous qui m'attendait. Un rendez-vous de l'histoire, je voulais le partager avec vous. Et l'histoire n'était pas finie. Les gens ont cru que l'histoire était finie, mais l'histoire n'était pas finie. Alors elle a continué dans une aventure qui est celle de la Station spatiale internationale. Et il y a un rapport entre les deux, puisque quand la Russie s'est l'Union soviétique les Américains, de façon très intelligente, ont décidé de lancer une coopération avec les États-Unis, de façon à s'assurer à ce que les savants russes ne partent pas exporter leur savoir-faire dans des pays qui feraient du mal, qui auraient pu faire du mal. On pense notamment à la Corée du Nord, etc. Et donc la station a été une façon de sécuriser le spatial russe pour s'assurer que personne n'aille travailler dans les missiles. Photo suivante. Alors bien évidemment, quand j'ai réussi après une carrière de pilote de chasse, pilote d'essai militaire, etc., à être sélectionné comme astronaute par la CNES, il m'a fallu choisir un patch de mission. Et naturellement, j'ai voulu choisir le patch du Petit Prince. Et vous savez, je citais tout à l'heure avec Madame le maire une phrase de Sénèque qui dit « C'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on les fait, c'est parce qu'on ne les fait pas qu'elles restent difficiles. » Et le Petit Prince, je le voulais à tout prix, je dis au CNES « Mais je veux le Petit Prince. » Le CNES me dit « Mais tu n'y penses pas, il va falloir payer des droits, c'est terrible, etc. Avec la famille. » Pas du tout. Je dis « Bon, on essaie. » Et ça a été le début de notre partenariat. Je salue Pierre ce soir, qui représente la famille avec sa délicieuse fille. Et c'est vrai que la famille, tout de suite, s'est dit
mais c'était pour faire, en soi, Bordeaux, on va faire voler le Petit Prince dans l'espace. J'ai cru être le premier astronaute à faire voler le Petit Prince. Il y en a eu un deuxième, vous le savez, c'est Thomas Pesquet. Mais en fait, je n'étais pas le premier, puisque les Russes, à bord de Mir, avaient déjà fait voler le Petit Prince, qui est reconnu dans le monde entier comme le plus grand ouvrage qui soit de philosophie, de littérature, alors que nous, souvent, on le voit comme un ouvrage enfantin, ce que ne font pas forcément les lecteurs. Et ce symbole, j'ai voulu que ce soit le symbole de la jeunesse, mais peut-être aussi votre jeunesse, c'est-à-dire l'enfant que vous avez été, pour parler à cet enfant de ses rêves et de ses envies. Alors on va reprendre la vie de l'enfant, on va partir dans l'espace ensemble, tout de suite. Alors on part dans l'espace avec des frères d'armes, et c'est là que se noue la fraternité. Saint-Exupéry, vous avez mes frères d'armes, c'est-à-dire commandant de bord d'un navire, c'est un ancien, la Navy, un ancien pilote de l'Air Force. Vous avez votre serviteur, un peu plus jeune. Vous avez un type formidable. Souvenez-vous de ce type-là, Franklin Jean Gaz. Il a le record absolu du nombre de vols dans l'espace. Il a volé 7 fois dans l'espace. Ce faisant, il a pris le temps d'inventer un moteur qui sera le moteur qui nous permettra d'aller sur Mars un jour. Un moteur propulsion ionique qui s'appelle Vaseline, que vous trouvez sur Internet. Et c'est un moteur, contrairement aux propulsions chimiques, qui a vu le film Seul sur Mars. Quand même, merci. Bon, on met 6-7 mois, et puis les orbites sont décalées, alors il faut attendre 6-7 mois sur place. C'est dangereux, hein, on est exposé au rayonnement solaire, tout ça. Et après, il faut revenir, bon, bref, ça prend 2 ans. Et avec la technologie de Franklin, on y va en 1 mois, on reste 1 mois sur place, et le voyage au total a duré 3 mois. Il y a la certitude de ne pas mourir tout de suite d'un cancer. Puisque contrairement à ce que prétend Elon Musk, ça va être très difficile d'aller sur Mars sans envoyer des gens qui sont condamnés à mourir très tôt pour avoir subi en fait tout le rayonnement interstellaire dont on ne sait pas se protéger. Alors, pour tous les problèmes scientifiques de haute volée, je parle sous le contrôle de Brigitte, notre astrophysicienne avec l'ordre de présence qui a fait le déplacement depuis Paris, que je salue aussi. Par moment, je lui dis à des grosses bourdes, je vois comme un astronome. Voilà l'équipage, et sur l'équipage, je vais reprendre une phrase de Saint-Exupéry, parce que tout de suite, elle va vous dire l'essentiel. On est des frères d'armes. Saint-Exupéry nous dit, on est frères en quelque chose. On n'est pas frères tout court. Le partage n'assure pas la fraternité. Pas parce qu'on est autour d'une bonne bouteille que l'on est frères. Elle se noue dans le seul sacrifice. Elle se noue dans le don commun à plus vaste que soi. Ça, c'est très intéressant. Et tous ceux qui ont des métiers difficiles, qui retrouvent à la fin de la journée, après avoir eu une tâche laborieuse, difficile, pour quelque chose de plus grand que soi, qui retrouvent leur compagnon d'armes, ils savent de quoi je parle. La vraie fraternité, c'est celle-là. Et c'est celle qu'il faut trouver, je pense, dans une vie, c'est le don de soi. Parce que seul le don de soi, quelque part, le sacrifice, permet d'avoir accès à cette fraternité, qui est une vraie fraternité. Ce n'est pas la fraternité de la bonne bouteille, même si elle est désagréable. Voilà, les frères d'armes, on va passer à l'entraînement et au vol. Alors l'entraînement, comment est-ce qu'on s'entraîne à des conditions qui n'existent pas sur Terre? Et, en fait, elles existent un petit peu. Et là, il va falloir que je vous explique la pesanteur. Et l'apostrophe à pesanteur. Il y a une piscine à Mousson, une piscine à Auray, il y a des piscines. Prenez une piscine municipale, vous allez en plongeoir et vous sautez. Pendant 1 seconde ou 2, vous avez tout qui remonte et l'impression de tomber. En fait, vous êtes en chute. Ce cœur qui remonte, c'est la chute. Alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre une tour ou un ascenseur. Je vous mets dans l'ascenseur, je coupe le fil de l'ascenseur tombe, là, vous êtes en chute libre. Je peux dire c'est une mauvaise idée, on le fait pour des expériences, on a des tours en Allemagne, on lance le truc. Bien évidemment, pour quelqu'un, c'est pas une bonne idée. Alors ce qu'on fait, on prend un avion, et on met l'avion en chute libre. Alors comment est-ce qu'on met un avion en chute libre? C'est comme ça. En chute libre, ça peut être une pierre, vous la prenez, vous la lâchez, en chute libre. La
faire, vous la prenez, vous la lancez, elle va être chute. Elle va faire une parabole. Prenez l'avion, vous faites suivre la trajectoire de l'avion, vous faites des parabole, physiquement, vous serez en chute libre. Et donc, c'est ce qu'on fait avec l'avion que j'ai piloté à Bordeaux-Mérignac, mais également ce que font les Russes avec l'Ilyushin 76, et c'est la première expérience que j'ai de l'absence de pesanteur et la pesanteur. Photo suivante. Ce qui est difficile aussi, c'est d'appréhender la troisième dimension. Qu'est-ce que c'est que la troisième dimension? Et en quatrième dimension, on l'a définie, trois dimensions tous les jours, pas du tout. Tous les jours que Dieu fait, on vit en deux dimensions. Pourquoi? Parce qu'on est collé au sol. Si vous deviez par exemple prendre cette pièce et en faire le dessin, vous prendriez un papier en deux dimensions, et on ne sait dessiner qu'en deux dimensions. Et si vous deviez dessiner, vous prendriez le papier, vous essayez de faire aussi des avions, vous auriez comme ça une image mentale qui est relative. Dans l'espace, malheureusement c'est différent. Je prends le bouton, c'est Armageddon, très mauvais film, et le bouton anti-gravité, coupe la gravité, et vous vous mettez tous à flotter, et un de vous ou une de vous se retrouve les pieds en haut, la tête en bas. Vous allez voir cette pièce d'une façon complètement différente. C'est plus le même endroit. Comment vous devriez le dessiner, vous n'avez aucune idée. Et donc, la première difficulté de l'astronaute, ça va être d'apprendre son environnement en trois dimensions. Et donc d'être capable de dire dans l'espace, l'esprit, en une centième de seconde, a décidé que le plancher, c'est là. Je me vois droit, et le plancher, c'est là. Et je me vois en train de voler comme ça. Ou le plancher, c'est là. Et à ce moment-là, je me vois la tête à l'envers. L'esprit, les millions d'années d'évolution dans cette espèce, de l'espèce humaine, fait qu'on a toujours besoin d'une verticale. On est une verticale. Et cette verticale, on la crée, et on apprend à évoluer dans un milieu en trois dimensions qui peut varier. Dans la station, on arrive dans un module, on peut décider que le plancher est là, ou que le plancher est là. Si on le fait trop souvent, ça rend malade. C'est un des problèmes qu'on a à bord de la station. Et donc, pour ce faire, on a des simulateurs, assez évident ce que vous voyez là, donc un simulateur virtuel où je me promène avec des petits capteurs que j'ai sur les gants, et avec les gants, je peux me promener, comment sortir gravitaire. C'est saisissant de vérité, et la vérité, c'est que je pensais que ce serait dans les salons français, dès les années, ça serait dans les années 98. Je pensais que dans les années 2000, tout le monde aurait chez soi la réalité virtuelle, ça a pris plus de temps. Alors, arrive maintenant, après l'entraînement, le jour du décollage. Je reviens à cette expérience par ambition de guerre, avec sa forme de frère Jean. Ils sont extrêmement heureux. Vous parliez du danger. On aborde toujours le danger dans nos métiers, mais on n'en a jamais peur. Parce qu'on en a beaucoup parlé avant, et quand on part pour quelque chose qui est plus grand que nous. Saint-Exupéry disait, on meurt pour des cathédrales, on ne meurt pas pour des pierres. Et nous, quand on part dans l'espace, on a le sentiment de participer à la création de ces nouvelles cathédrales que sont les stations spatiales. Si effectivement on devait partir pour des pierres, je ne sais pas si on aurait le même engouement. Et j'ai beaucoup aimé cette photo qui montre finalement la force de l'être humain quand il est confronté à plus grand que soi. Parce que, automatiquement, on retrouve une espèce de confiance que parfois on perd au quotidien. Donc c'est le moment de partir. Alors allons-y. Pour partir, il faut un vecteur, à l'époque une navette. La navette est l'engin le plus complexe que l'homme ait jamais inventé. J'ai le privilège d'être ingénieur de bord sur cet engin. Imaginez un engin qui décolle comme une fusée, qui se pose comme un avion, pèse près de 1500 tonnes au décollage, poussée de 3000 tonnes, 70% de cette poussée va venir des boosters à poudre sur le côté, là, les petits boosters. Et puis au milieu, il y a de la cryogénie, c'est hydrogène, oxygène liquide. Tout ce qui est des technologies, hydrogène, oxygène liquide, permet d'être plus performant. En fait, c'est très difficile et très dangereux comme technologie. C'est pour ça que maintenant, Elon Musk utilise d'autres choses. Et à l'époque, on cherchait de la performance. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'au moment où ça décolle, là, on part et on n'a absolument aucune idée de ce qui va nous arriver.
On a beau s'être entraîné pendant des années et des années, au moment où ça part, on a l'impression de partir vers l'inconnu et on part vraiment vers l'inconnu. Rien, après des millions et des millions d'années d'évolution d'espèces sur la Terre, rien ne nous prépare à passer ce plafond de verre et aller vers l'espace. Alors on va voir la séquence en image, mais pas tout de suite. Il faut que j'explique comment il y a une séquence de sortie de l'espace. Au départ, la navette va accélérer à la verticale. Pour une bonne et simple raison qu'il faut s'extraire des couches les plus denses de l'atmosphère. Elle nous freine, en fait. Elle nous freine tellement qu'il y a un moment où on va réduire les moteurs pour ne pas imposer à la navette spatiale trop de pression dynamique. Une fois que la pression s'est un peu soulagée, on réaccélère et là on va pouvoir commencer, on est sorti de la couche, à s'incliner sur le dos et à prendre de la vitesse parce que ce qu'on veut c'est prendre de la vitesse autour de la Terre. On ne peut pas partir à la verticale comme ça. Vous allez voir ce mouvement, on va sortir de la couche terrestre, qui fait quoi, une centaine de kilomètres. Alors cette photo a été prise, je ne sais pas comment, le jour de mon décollage. Et donc vous avez une idée de cette couche-là, qui donc est la couche qu'on va traverser. Une centaine de kilomètres, c'est ce qui définit un astronaute. L'astronaute est celui qui est allé au-delà des 100 kilomètres, et c'est pas beaucoup. Et en même temps, c'est énorme, puisque là, ça va être un vide parfait, un vide plus absolu que les vides vides. Très difficile d'avoir la qualité du vide intersidéral. Et puis allons-y. Je n'ai pas envoyé la vidéo tout de suite pour expliquer les kilomètres. C'est ça, dans les avions, vous avez une dizaine de kilomètres. Et puis le ciel devient de plus en plus sombre. Et ce qui est très marrant, c'est que au moment de partir, j'avais pas vraiment réfléchi. Je dis souvent aux enfants, dans les classes où je fais ma conférence, on décolle par une belle journée, un beau ciel bleu comme aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que ce ciel va bleuir dans un bleu de plus en plus profond, un bleu d'encre, et puis d'un coup il va devenir noir. En pleine journée, le ciel est noir. Et ça, je n'avais pas voulu imaginer. Et je pense que les simulateurs le faisaient, mais je ne voulais pas le voir. Et la première fois que j'ai vu ce truc-là, c'était une image, on va le voir peut-être en image. Avant de lancer la vidéo, je voulais aussi parler d'idéation. Pourquoi est-ce que finalement, je n'ai pas idée de ce qu'est l'atmosphère? J'ai été collé comme pilote à 10 km. À l'école, mon professeur des écoles utilisait le tableau et le remplissait grandement pour m'expliquer toutes ces sphères qui nous entouraient, la troposphère, la stratosphère, la ionosphère. Il y en avait des sphères et j'avais l'impression, c'est une mauvaise impression, que nous étions comme protégés par une espèce de bouclier immense. Et puis quand on arrive là-haut, le bouclier, en fait, il est tout petit du photosphère. Alors, allons-y. Donc, le compte à rebours est là. On va voir si la vidéo se lance, j'espère. Un clic encore. Voilà, elle se lance, c'est parfait. Merci aux équipes qui ont installé la présentation pour moi, c'est très gentil. La compte à rebours, et puis ça part. Alors, ça va partir pas très fort, 3000 tonnes. J'ai dit 1500, c'était 2000 tonnes là. Pardon, la navette spatiale. Donc on est sous un facteur de charge de 1,5. C'est pas énorme. Par contre, ça vibre énormément puisque 70% de la poussée vient des boosters à poudre. En fait, un booster, c'est une explosion contrôlée. On envoie vers le bas pour avoir la poussée de Newton vers le haut. Et donc, vous voyez, c'est extrêmement trouble et vibrant. Vous avez une très belle image. Est-ce que tu peux tourner l'ordinateur vers moi? Parce que finalement, je ne vois pas comment. Je ne peux pas me mettre devant l'écran. Voilà. C'est très belle, merci beaucoup Nicolas. C'est très belle image qui a été prise du haut de la fusée. Et puis, les boosters vont marcher pendant près de 2 minutes. Et finalement, au moment où ils s'arrêtent, on est assez content parce que c'est quand même très très violent comme mode de propulsion. Ils vont être récupérés ensuite sous parachute et réutilisés dans les... La navette était le premier engin à être presque entièrement récupérable. Et on arrive dans l'espace, c'est écoulé. 8 minutes 30, c'est le temps qu'il vous faut pour partir de Cap Kennedy et vous retrouver quelque part en orbite. Là, il va falloir arrondir l'orbite et un boost qui va suivre, mais quand même, pour être là-haut, à Mach 25. Il n'y a pas vraiment de Mach, parce qu'il n'y a pas vraiment d'air, mais Mach 25, c'est une vitesse qui vous fait faire le tour de la Terre en 1 heure et demie.
Comme la Terre est exposée au Soleil, eh bien vous allez faire 1h30 au Soleil, 1h30 dans la nuit. Pardon, 45 minutes au Soleil, 45 minutes dans la nuit. 45 minutes au Soleil, 45 minutes dans la nuit. Photo suivante. Ça arrive comme ça? Ouais, super. Donc, bien sûr, j'arrive là-haut et je prends une photo de l'Europe, la terre natale, et ce lieu qui a façonné la pensée de Saint-Exupéry, à l'exemple dans le roman du Petit Prince, qui est énormément apprécié. J'étais dans un salon du livre, et Le Petit Prince au Maroc, c'est un ouvrage absolument fondamental. C'est dire à quel point d'ailleurs les relations d'amitié entre nos deux pays sont fortes, parce qu'on partage ces valeurs. Quelque part derrière l'ouvrage du Petit Prince, il y a des valeurs. Et donc pour moi, il était naturel de prendre cette photo dans les petits groupes. Ce qu'on voit, c'est une terre assez désolée finalement. Beaucoup de terres, notamment le sud des États-Unis, etc., sont très arides. J'étais frappé de voir que l'Europe est assez verte, la France était très verte. Et ce qui est frappant, évidemment, c'est que 100 km qui nous séparent de rien du tout, eh bien, à l'échelle de la Terre, c'est ce petit liseré que vous voyez sur la Terre. 100 km, c'est devenu un petit trait très très fin, et c'est comme ça qu'on voyait finalement l'atmosphère. Et c'est pour ça que tous les astronautes ont une vision immédiate de la fragilité de la Terre. On a l'impression que la Terre, que la vie est posée comme une vie microbienne sur une orange, et qu'il y a une toute petite pellicule qui protège, un petit microplastique qu'on pourrait balayer comme ça d'un revers de main. Vous savez qu'il y avait une atmosphère sur Mars, et qu'elle a été soufflée par le vent solaire, elle a disparu. C'est intéressant ça. C'est partie des raisons pour lesquelles on va sur Mars, pour comprendre aussi pourquoi et comment il y a pu y avoir une vie. Il s'avère que le noyau de Mars s'est refroidi plus vite et le champ magnétique de Mars a disparu plus vite. Et sans champ magnétique, le vent solaire a pu balayer l'atmosphère. Et il n'y a plus qu'une atmosphère aujourd'hui de carbone, de CO2. Voilà pour moi, c'est la plus effective. Je travaille avec Sylvestre Maurice, mon ami Sylvestre, le fameux. Alors, en tout cas, avant de se poser ces questions, il y a quand même une question à se poser sur l'atmosphère terrestre, puisque ce petit liseré de 100 km, finalement, qu'est-ce qui nous protège de l'espace? Et l'espace, c'est encore une fois un vide absolu, des radiations solaires très fortes. Prendre par exemple les UV qui sont filtrés. Dans mon cas, il était plus filtré, qui sont extrêmement nocifs. Les UV qui tuent la vie. C'est aussi la protection contre eux. On avait une très bonne conférence tout à l'heure sur les risques des météores, météorites, de l'explosion du sol. Et c'est vrai que cette atmosphère nous protège. On finit par l'oublier. Et cette atmosphère, effectivement, on comprend qu'elle est ténue et qu'elle peut très très vite changer de nature. Et c'est pour ça que tout astronaute a, à minima, ce sentiment de fragilité. Pourquoi, finalement, vous allez me dire, ce truc-là, on le sait, moi j'ai lu des livres, je le sais. Eh bien, vous allez me faire une confidence. Je pense qu'il y a ce qu'on sait et ce dont on a fait soi-même l'expérience. Comment vous en convaincre? Dans vos métiers, vous avez fait des expériences du corps, des expériences de l'expérience. Et donc vous savez les choses, vous connaissez la nature. Des fois on prend un livre et on pense savoir les choses, mais on n'en a pas fait l'expérience. Et la beauté du métier d'astronaute, c'est qu'on fait l'expérience du corps, on est transporté, et la Terre, quand vous la voyez comme ça, non seulement elle est fragile, mais elle est ronde. Et là, évidemment, elle se fout de nous. Mais pas du tout. Parce que la rondeur de la Terre, vous ne la voyez qu'en deux dimensions. Vous l'imaginez qu'en deux dimensions, vous la voyez comme une image collée sur un livre. Quand on la voit ronde en trois dimensions, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de voir la Terre comme une planète, c'est-à-dire vraiment comme un être stellaire. Alors qu'au départ, très honnêtement, au quotidien, alors il y a des platistes, il n'y en a pas dans la salle, mais au quotidien, on vit quand même sur le terre plate. Et non seulement elle est plate, mais elle a des ressources infinies. À l'école, le professeur m'a lancé du cercle à l'infini. Et elle est plate, c'est-à-dire si je vais par là, et en fait, si je vais par là longtemps, je vais rentrer par ici. Et ça, je n'en ai pas vraiment conscience. Et donc, l'expérience du corps, c'est quand même quelque chose d'assez saisissant. C'est ce que j'essaye de faire dans mes conférences.
c'est vous dire à quel point se retrouver là-haut, face à une terre portée par rien, Atlas n'est pas là, et avec ce petit liseré bleuté pour la protéger, quand on est soi-même dans un véhicule spatial, c'est-à-dire quelque part en survie, c'est très difficile. Alors, à l'époque, Saint-Exupéry était à l'avant-garde des technologies. Dans son fortin, un endroit qui était déjà connu, et il était quelque part dans ce fortin, à l'avancée des sciences et de la scientifique et technologique de l'aviation. Photo suivante. J'ai eu la chance, au tournant du millénaire, de participer à l'assemblage de la Station spatiale internationale, qui est notre fortin. Souvent, je les entends pour que Thomas Pesquet puisse jouer du saxo, avec quelqu'un pour lui construire la station. Et donc, ça a été mon métier, entre autres, avec d'autres, c'est d'assembler la station spatiale. Là, vous la voyez dans une phase vraiment précoce, avec principalement les modules russes. La propulsion qui est à l'arrière, vous savez, les Russes sont des joueurs d'échecs qui ont pris la partie la plus importante. Parce qu'une station, ça se contrôle depuis l'arrière. C'est là. Et vous voyez d'ailleurs un petit véhicule qui n'est pas un Soyouz, mais qui est un Progress. Et il n'y a pas encore le laboratoire européen. Mais par contre, un truc intéressant, c'est ceci, cette petite canette avec une ouverture vers le bas, c'est le SAS de sortie intravéhiculaire. Et j'ai eu la chance, l'honneur et le privilège, à 100 reprises, de sortir par cette porte, et on verra sur des vidéos, une porte qui s'ouvre sur 4 km de vitesse. J'ai beaucoup d'amis qui, au moment de sortir, ont été pris d'effroi. J'ai un camarade qui a volé sur Hubble, il était porté, lui, par le bras robotique pour Hubble, et il me disait, Philippe, j'ai comme l'impression d'être de New York. À New York, à la piscine, sur un plongeur géant à 400 km au-dessus du bassin. Et c'est vrai qu'on fait une petite vertige, largement petite vertige. Donc ça, c'est le SAS. Comment on va passer sur la sphère? On ferme la porte qui est ici, on fait le vide, on ouvre la porte qui est là. Alors, si on ne fait pas le vide, au moment d'ouvrir la porte, elle va éclater, c'est arrivé à des Russes qui n'avaient pas fait un vide absolu. Et au moment de sortir, la porte qui claque. Le gond qui est dégondé, impossible de rentrer. Ils ont passé toute la sortie extravéhiculaire à démonter la porte et à la remonter. C'est pour ça qu'on finit par avoir l'esprit un peu déformé dans nos métiers. Et là, vous voyez les panneaux solaires. Hein. Bien évidemment, on n'a pas d'énergie à bord, donc panneaux solaires. Il faut avoir aussi des batteries parce que 45 minutes de jour et 45 minutes de nuit, bien évidemment. Et puis, vous avez d'autres choses qui ne sont pas des panneaux solaires. Et là, je vais vous dire ce que c'est. Ce sont des radiateurs. Et au moment du réchauffement climatique, qu'est-ce que la NASA fait en plus réchauffer l'espace? C'est parce qu'il faut refroidir la station. Tout corps isolé dans l'espace, en fait, prend de la chaleur du soleil. Comme il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de convection, il n'y a pas d'échange, en fait, tout corps qui prend de la chaleur, comme aujourd'hui, si on reste au soleil des Hauts-de-Provence, eh bien, on monte en température. Donc, c'est vrai aussi de la chaleur humaine qui va se dégager de tous les appareils qui vont monter en température. Et donc, il faut évacuer la température, c'est le cas. Ici, on le verra sur le scaphandre, il y a aussi un autre petit système pour évacuer la chaleur qui part sous forme radiale. Et donc, ma mission, ça a été d'assembler la station. J'avais deux sorties extravéhiculaires. Au dernier moment, ils me disent patatras, le bras de la station robotique est en panne. Le poignet ne fonctionne plus. Pour faire la chirurgie spatiale de haut niveau, il va falloir débouter la main, changer le poignet, remettre la main. Mais pourquoi jamais personne n'avait eu de sortie? Donc j'avais un poids sur les épaules, et de faire en sorte de réparer, de bien réparer le transport. Sans quoi la suite de l'assemblage de la station n'aurait pas eu lieu, et Thomas n'aurait peut-être pas pu jouer du saxo. Donc c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, dans cette mission, il y avait aussi une mission où on allait retrouver un équipage qui était à bord. D'ailleurs, qui c'est qui parlait du direct que vous aviez fait avec l'école et avec Karl Waltz, qui est ici. Et là, vous avez deux Américains et un Russe. La beauté quand même de cet effort qui a été fait de travailler avec l'ennemi de l'époque, c'est que ces gens-là ont pu travailler ensemble.
Moi, j'avais des missions de combat en Allemagne de l'Est, et puis j'ai fini par travailler avec l'ancien pilote de chasse russe. Et finalement, on est vraiment tous frères. Il semblerait que depuis, on a un peu oublié, et ça ne peut pas imaginer à quel point ça me fait mal au cœur, parce qu'on a de toute façon un partage de bien commun qui est absolument évident, si ce n'est qu'on a des cultures différentes. Alors, vous voyez dans l'espace comment on peut s'isoler par la musique avec des Walkman, et aussi par la lecture. Alors là, vous avez un Américain, je crois que c'est Harry Potter, puis le Russe, c'est un guide de pêche. La musique, c'était très, très, très différent. Par exemple, les Américains, c'était du Texan, des trucs comme ça. Le Russe, c'était de l'opéra. Je disais, mais pourquoi t'écoutes de l'opéra? C'est parce que j'ai envie de pleurer. Et on voit quand même que dans l'espace, on se retrouve, comme dans toutes les conquêtes complètes, face à soi-même. C'est-à-dire face à sa culture. Voilà. Donc, la difficulté, ça va être de s'isoler. Ici, on est dans un espace très, très restreint. C'est quand même toute la difficulté de la chose. Et je pense aussi à Saint-Ex qui avait à la fois cette fraternité et parfois cette difficulté aussi à s'intégrer avec le groupe, parce que c'est vivre aussi avec des gens. C'est pas facile pour ceux qui font du bateau. On part ensemble et que la mer est mauvaise, c'est jamais très facile. Photo suivante. Alors, là, c'est pour parler un peu de physiologie. La physiologie, on peut en parler des heures. Vous voyez avec une tête gonflée, c'est parce que eh bien, le sang remonte au cerveau en absence de pesanteur. L'astronaute va avoir des jambes très très fines. Dans les premiers jours, on urine beaucoup pour se séparer de tout ce liquide qui monte et qui vous donne non seulement une tête bien remplie, mais également des phénomènes qu'on peut associer à un mauvais rhume, si vous voulez. Il y a même des théoriciens, des médecins spécialisés en traumatisme crânien qui pensent que dans l'espace, on a une surpression crânienne, un peu comme dans un micro-traumatisme crânien. Et ça a un effet qui est que dans l'espace, on perd une partie de ses moyens. Alors ça fait partie des grands tabous, on n'en parle pas, et ça s'appelle Space Stupidity, il y a deux mots en russe. Les astronautes perdent une grosse partie de leurs moyens dans l'espace. Et c'est documenté sans être forcément expliqué. Après, il y a le problème de l'oreille interne, bien sûr, vous avez des petits gyros, et si j'ai la chance de pouvoir tenir l'équilibre les yeux fermés, eh bien, quand je suis rentré de mon vol, j'ai pris une douche, j'ai pris du savon dans l'œil, j'ai fermé les yeux, et instantanément, je suis parti à la retraite. Mon oreille interne avait désabonné. L'oreille interne, dans l'espace, doit désapprendre à trouver la verticale. Parce que si vous trouvez, il n'y en a pas, si vous passez votre temps à chercher une verticale, vous tombez malade. Et c'est comme ça que tous les astronautes, sur le premier vol, en général, ont le mal de l'espace. Alors, le mal de l'espace, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend une piqûre dans les fesses, de préférence, si certains connaissent, un anti-vomitif assez fort. Le problème, c'est que dans l'équipage, bien évidemment, il n'y avait pas de médecin. Donc c'est le commandant de bord qui fait l'infirmière. Et le commandant de bord arrive, on était trois jeunes, il y avait le mâle et une américaine. On se retrouve tous les trois les fesses à l'air. Et c'est l'activité aussi d'un équipage dans un milieu contraint. Et le commandant de bord vient et pour savoir où frapper, on a tous pris soin, et même Thomas Pesquet, avant de décoller, avait sur la fesse une petite croix, une petite cible, pour dire au commandant de bord où frapper. Moi, j'avais eu l'évidence sur cette petite croix de rajouter un drapeau français et d'écrire en toutes lettres « Vive la France ». Parce que j'avais appris à l'école de l'air que, en toutes circonstances, il faut savoir rester digne. La physiologie, c'est aussi bien sûr d'absorber des aliments qui ne veulent pas descendre, puisque vous pouvez décliner, ça ne le faites pas, parce que vous mettez à faire un poirier à la maison, vous pouvez avaler, mais par contre, ça ne va pas ensuite cheminer. Donc il y a des problèmes. Une petite anecdote, on part, on est déjà purgé, de façon à ne pas avoir besoin de sel dans les premiers jours du vol, mais la physiologie des stomates de l'intestin de l'astronaute, c'est toute une littérature. Voilà. Photo suivante. Alors on sort, et voilà donc le moment de la sortie extravéhiculaire, et on revient à la pensée, à l'héritage de Saint-Ex. J'ai réalisé en préparant cette conférence que finalement, au moment où je sors, je suis à 300 millibars, je suis à un tiers d'atmosphère. Pourquoi un tiers d'atmosphère? Si j'étais à une atmosphère, comme ici, eh bien, je serais à l'extérieur, il y a zéro,
gonflé comme un pneumatique de voiture. Le pneumatique de voiture, il est à 2 bars, à l'extérieur il y a 1, le différentiel c'est 1. Si j'étais gonflé à 1 atmosphère, je pourrais respirer normalement, un mélange d'oxygène et d'azote, je serais gonflé comme un pneumatique de voiture. Impossible de bouger les bras. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on diminue la pression du scaphandre. Et pour ce faire, pour pouvoir survivre, on augmente le taux d'oxygène dans le mélange gazeux et on se retrouve à l'oxygène pur, 300 millibars. 300 millibars d'oxygène pur dès les conditions dans lesquelles voler s'indexe. C'est très dangereux l'oxygène pur, ça peut s'enflammer. Pour la petite anecdote, je n'ai pas pu prendre mon alliance dans l'espace, il y avait un risque de créer un micro-étincelle qui détruise le scaphandre et qu'on voit ça. C'est pour ça qu'on trouve un souci. Et sur l'habillage et sur son scaphandre, Simplex me décrit la chose suivante. Un tube de caoutchouc me relie à l'avion, tout aussi essentiel que le cordon ombilical. L'avion entre en circuit dans la température de mon sang. L'avion entre en circuit dans mes communications humaines. On m'a ajouté des organes qui s'interposent en quelque sorte entre moi et mon cœur. Et c'est vraiment comme ça qu'on se sent. On se sent comme un homme augmenté. Dans le scaphandre, on devient un homme augmenté de différents capteurs. Alors, effectivement, je n'ai peut-être pas le temps de parler de tout, mais le scaphandre, c'est un véhicule spatial autonome. Hein. On respire, on est refroidi, il y a de l'eau qui s'évacue derrière en s'évaporant, qui fait du froid, qui nous refroidit. On a des petites lumières, on le verra sur les vidéos qui nous éclairent dans les 45 minutes de nuit. On a aussi une liaison directe avec les satellites géostationnaires qui renvoient notre image à la Terre. Donc la Terre en temps réel va voir notre image et nous guider, un peu comme un robot, si vous voulez. On devient une machine, un robot, contrôlé par d'autres hommes. Et puis voilà, sur le devant, ici, j'ai ma caisse à outils. Étant pressurisé, tout mouvement va me demander des efforts. Puisque je ne vais pas bouger naturellement, je suis dans un scaphandre. Je considère que le scaphandre, c'est une armure. Et l'armure, elle est sur les articulations naturelles. Il y en a une ici pour le coude, il y en a une pour l'épaule, il y en a une pour... Et il y a autant d'articulations nécessaires pour aller prendre quelque chose. Et c'est jamais un mouvement naturel, c'est un mouvement contraint où on fait beaucoup d'efforts. C'est pour ça que la boîte à outils est sur le torse. Et la boîte à outils, bout de détail, imaginez simplement que prendre un outil, c'est le prendre, il est attaché en sécurité par un petit lien, c'est défaire le lien, c'est remettre sur l'outil, c'est beaucoup de travail avant de pouvoir commencer à vraiment faire des choses. On va passer à la photo suivante. Alors, là, pour encore une fois parler des conditions, donc un vide quasi absolu, une lumière très forte, puisqu'elle a tous les UV du soleil, et ce qui permet de rappeler ces très très belles photos, et puis des conditions de température très étonnantes, puisque en plein soleil, il va faire et à l'ombre au moins 200 degrés. C'est-à-dire qu'on va avoir un différentiel de température qui est juste énorme. Et c'est ce qui rend les technologies spatiales difficiles, c'est que les métaux sont meurtris par ces différentiels de température. C'est pour ça que les premiers satellites tournaient sur eux-mêmes pour que l'énergie soit répartie. C'est moins 150. Moins 150 à l'ombre. Photo suite. Dans une phase de nuit, 45 minutes de nuit, alors on n'est pas éclairé, on n'est pas comme sur un stade de foot, il n'y a pas pléthore d'énergie, la difficulté, ça va être effectivement de se repérer. On peut se perdre sur la station spatiale, c'est arrivé à plusieurs reprises à mon collègue Franklin, parce qu'on est très très peu éclairé, et qu'on va s'emmêler, on a une ligne de vie, qui est un câble, un lit, au cas où, vous savez, on s'échappe. Si on lâche les mains et qu'on part, et personne ne viendra jamais nous rattraper. Puisqu'il faudrait dédocker la navette, on n'a pas le temps, et donc si vous partez, vous avez eu quelques heures d'oxygène, c'est la fin. Et donc on est relié par un petit câble. Et ce câble, par moment, il s'enroule autour de vous, et vous êtes prisonnier du câble qui vous relie à la vie. Alors on a des petits ciseaux, on peut couper le câble. Et des gens à Houston qui nous surveillent les caméras et qui nous disent « Ah, tu es pris dans le câble, baisse la tête, tourne à droite, ça y est, t'es libéré. » On va regarder
elle nécessite un petit recueillement. Avant de sortir dans l'espace, encore une fois, une opération difficile, bâtir quelque chose, elle nécessite un petit recueillement, et c'est le moment où on s'habille. Pour ceux qui sont aviateurs, c'est le moment où on fait le tour de l'avion. C'est le moment où on se recueille, on se concentre, on veut être sûr de rien louper. Et Saint-Exupéry avait une phrase sur cette phase-là d'habillage. Il disait « Qui s'habillerait dans l'exaltation ?» Dans les films, on s'habille dans l'exaltation, dans les vestiaires de Top Gun. Jamais. Personne. Les camarades qui s'habillent se taisent, donc et approuvent, se dépointent en pudeur de héros. Des fois, dans les films, on voit des choses qui n'existent pas. Un véritable héros qui part en mission, eh bien, il est en phase de recueillement, un peu comme une phase de prière. Il y a une spiritualité liée à la mission. Je vais faire quelque chose de plus grand que moi, je vais même peut-être donner ma vie pour quelque chose de plus grand que moi. Et donc, ça mérite un recueillement, une préparation, aussi une préparation intellectuelle, pour être sûr, pour rien louper. Alors, on va passer à la photo suivante et on va regarder ce que c'est que sortir dans l'espace en vidéo. C'est bon, c'est là. Alors, la première chose à faire, c'est de prendre grand soin de ces scaphandres. Pour ce qu'en fait de la plongée sous-marine, c'est pareil. On va se retrouver dans l'espace, dans des conditions effroyables, et donc il faut que les scaphandres soient parfaits. Donc on en prend grand soin, on est les seuls à pouvoir les préparer, il faut connaître toutes ces technologies. Et vous voyez la facilité à travailler. Avant de sortir, je vais respirer de l'oxygène pur pour éliminer l'azote que j'ai dans le corps. Comme un plongeur qui remonte en surface, je risque de faire des bulles d'azote. Et donc, je vais respirer de l'oxygène pur, et en respirant cet oxygène, je vais chasser l'azote des cellules de mon corps, et je vais donc pouvoir prendre le... Alors, imaginez le temps que ça prend. À l'extérieur, je vais rester 7 heures, mais tout commence très tôt, et pendant 10 heures, on est dans ce scaphandre, sans pouvoir manger, en pouvant boire un tout petit peu, et arrive le moment où on sort, par la porte, 400 km de vide, et vous sortez, dans mon cas, les pieds. Et 3 fois, ça a été dans des phases de nuit, et on se retrouve avec la caméra de casque. Vous voyez la caméra de casque, comme elle est instable, en fait c'est mon corps qui est instable, puisque le principe de Newton, les translations sont conservées, mais également les rotations, et donc je suis toujours en train de corriger ma trajectoire, sauf à avoir les pieds comme ici, Franklin, dans un cale-pied qui lui permet de travailler de façon beaucoup plus stable. Dans les phases de nuit, tout est encore plus compliqué, parce que non seulement ça bouge, mais on n'y voit rien, et on a vite fait, si on n'est pas entraîné, d'endommager du matériel, des antennes, 3 millions de dollars qui nous permettent de rentrer sur Terre dont on a très besoin. Et c'est pour ça que tout nécessite beaucoup d'entraînement et qu'on s'entraîne des heures au carré dans les piscines avant de faire ce genre d'exercice. Là, vous me voyez en train de faire quelque chose de vraiment manuel. Je suis un bâtisseur, je suis un maçon de l'espace. Je prends des pièces métalliques pour renforcer la partie russe dont on pensait qu'elle était trop sensible aux impacts de micrométéorites. Et donc on avait renforcé avec du blindage. Voilà le bras de la station, c'est le bras que je vais devoir réparer maintenant. Encore une fois, me voilà porté par le bras de la navette et en train de porter le poignet du bras de la station. Donc j'ai découpé en rondelles le bras de la station. Et très honnêtement, cette mission, les Américains m'ont donné à un Français et c'est pour nous une source de fierté extraordinaire. Pourquoi ça ? Parce que depuis des années, les astronautes français aux États-Unis font un travail formidable. Je pense beaucoup à Jean-François Clairvoy, qui a volé sur Hubble, mais aussi Michel Planini et aussi Jean-Pierre Chrétien. Et c'est une véritable confiance. Vous savez, les Américains n'ont pas de respect pour grand monde, mais ils en ont pour les Français, notamment dans les milieux militaires. En opération, j'ai été en opération en Arabie Saoudite avec les Américains. Les Américains connaissent les talents des Français quand il s'agit d'opérations. Et ils nous respectent, et c'est pour ça qu'on a eu la chance d'avoir des missions aussi difficiles. Alors regardez cette image qui représente finalement un peu la domination de l'homme sur la Terre, des matériels qui permettent de vivre en tout confort, température, pression, etc. Néanmoins, j'ai décidé sur ce vol que ce serait le premier et mon dernier vol, pour des raisons personnelles, et aussi parce que j'avais envie de travailler dans l'industrie de l'aviation en France. Et j'avais fait peut-être la plus belle mission qui n'ait jamais été donnée à un astronaute sur un premier vol, toute nationalité confondue. J'ai pensé que c'était très bien, qu'il fallait mieux s'arrêter sur une réussite. Voilà. Je ne vais pas faire l'atterrissage de dos. Alors, voilà dans l'espace, voilà mon ami Franklin, vous voyez sur les Texans, sur le coin, il a en dégaine un petit revolver.
ouvert, une visseuse, des visseuses. Imaginez la difficulté qu'on peut avoir à travailler avec des gants. Les gants, c'est comme des moufles au ski, c'est-à-dire qu'ils sont rigides et ils vont nous détruire les doigts, par exemple. Si on essaye de plonger trop les mains dans les gants pour bien sentir ce qu'on accroche, eh bien, on va perdre les ongles. La plupart des astronautes ont les ongles qui deviennent noirs dans l'espace. Alors, comment on s'en fait bien? Eh bien, on les coupe une première fois. Quand on a les ongles coupés, on revient avec la pince, on coupe une deuxième fois. Et quand il commence à saigner, on revient et on coupe une dernière fois. C'est à peu près comme ça qu'on peut garder les ongles intacts après une sortie extraviculaire. Et ça, c'est vrai que c'est un monde vraiment de la douleur. La douleur, c'est aussi le métal qui s'enfonce dans les chairs. Beaucoup à l'entraînement. À l'entraînement, on est en piscine, le scaphandre flotte, mais nous, on ne flotte pas. Donc quand on est à l'entraînement la tête en bas, eh bien, en fait, on a tout le poids du corps. Moi, j'ai des tas d'excroissances osseuses. J'en ai ici, là, sur les épaules. J'en ai ici, une sur le poignet. Donc, des endroits où ça a frotté. Alors, je voudrais revenir à Saint-Exupéry. On sait qu'il aurait fait un très bon astronaute. Et j'ai utilisé un bon ami pour essayer d'imaginer ce que Saint-Exupéry aurait pu écrire s'il avait volé dans l'espace. Et c'est vrai que l'IA a ce talent de pouvoir prendre une œuvre, en extraire quelque part une substantifique. Moi, j'espère ne pas trahir l'auteur en lisant ce bout de sortie extravéhiculaire écrit à la manière de Saint-Exupéry. C'était un pas hors du vaisseau, un geste d'une simplicité presque enfantine. Un loquet tourné, un souffle retenu et le vide. Devant moi, il n'y avait plus de sol, plus d'horizon, seulement une mer muette où les étoiles semblaient figées dans une prière sans fin. La terre tournait en silence, bleue, fragile, suspendue comme une larme dans la nuit. Et je flottais. Je ne marchais plus, je ne m'accrochais à rien, j'étais détaché, non pas du monde, mais de ses poids. Mes pieds ne touchaient plus la terre ferme, et mon cœur y était ancré, plus fort que jamais. Le câble qui me reliait au vaisseau était mince, mais il portait le poids de mon enfance, de mes amis, de toutes les routes parcourues. Il portait la voix de ma mère, les livres oubliés, les rires sous les arbres. Je n'étais pas un astronaute, j'étais un homme avec sa peur, son souffle court, ses pensées mêlées à celles de tous les autres hommes. Là-haut, rien ne rugit, rien ne tombe, l'univers est un désert sans vent. Mais en moi, quelque chose se redressait. Comme si, au bord de ce gouffre sans fond, j'avais enfin compris que la grandeur de l'homme, ce n'est pas de conquérir l'espace, mais de s'y sentir responsable. Alors, très honnêtement, si j'avais voulu écrire un truc qui corresponde à ce que j'avais ressenti, joliment, j'aurais aimé écrire ça. Et donc, j'ai aimé le fait que l'IA soit en capacité d'aller piocher dans l'œuvre de ce texte des sentiments qui se rapprochent de ceux de l'astronaute, qui m'a convaincu quand même qu'il y a bien une corrélation, et encore une fois, on ne parodie pas une parole ou une écriture, et on s'en inspire. Avançons. Donc ce vol avance, se termine. C'est pas quelque chose des photos. Quand on sort dans l'espace, à 3 reprises et qu'on voit la Terre, on est pris des sentiments de béatitude. Ce que je voulais partager avec vous, je pense que cette photo le montre. Béatitude qui est un peu celle d'une révélation. Une révélation d'une Terre qui est là. Vous pouvez presque prendre sous le bras. Tout ce qui existe là sous vos yeux. Une pyramide humaine de technologie vous a amené là et vous êtes en position d'observer. Pour ceux qui ont vu le film Le Grand Bleu, j'aurais peut-être aimé rester là. Si je n'avais pas eu de famille, pas d'enfants, j'aurais très probablement aimé rester là. C'est un état de grande félicité. Photo suivante. Aussi de grande fatigue, puisqu'on va travailler, je vous l'ai dit, près de 10 heures en scaphandre. Sans pouvoir manger, on peut boire un peu. On a une poche d'eau ici sur le torse. Et c'est un litre d'eau, c'est pas beaucoup pour 10 heures de scaphandre. Donc c'est quand même des situations difficiles. Beaucoup de stress aussi. Le stress, toujours de ne pas réussir la mission. Jamais le stress pour soi-même, pour en fait la mission que vous avez gagnée. Photo suivante. Et finalement, on pourrait dire une chose, et reprendre la phrase de Saint-Exupéry, c'est que l'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle.
C'est-à-dire que c'est vraiment l'obstacle, c'est vraiment la difficulté de ces sorties extraviculaires qui pour moi a été le Graal. C'est la difficulté, le fait de passer l'obstacle. Et on retrouve, finalement, on se retrouve soi-même, on est débarrassé de toute cette peur, on est débarrassé de tas de choses, et on se retrouve comme beaucoup d'aventuriers dans le désert, sur les eaux, dans l'espace, souvent au bout du monde, souvent pour se retrouver face à eux. Alors là, on a la chance, il nous restait 3 jours d'autonomie en oxygène. Malheureusement, il faisait mauvais en Floride, et donc on a tourné autour de la Terre 3 jours, et finalement on s'est posé en Californie. Et pendant ces 3 jours, on a pu prendre des photos. Je vous ai ramené quelques petites photos. Sur les photos, et ce qu'il y a à dire, là aussi je voudrais m'inspirer d'une phrase de Saint-Ex, que je me suis inspiré quand il a fallu écrire. Il dit « Il ne faut pas apprendre à écrire. » Marrant, hein, pour un écrivain. Mais à voir. Écrire, conséquence. Donc essayons avant d'écrire de voir ensemble ce que nous apprennent les images de l'espace. Photo suivante. Alors, on voit des phénomènes. Si, encore une fois, je suis resté sur le détroit entre l'Espagne et le Gibraltar et le Maroc, sur le tracé de la postale, l'aéropostale. Je voulais montrer sur cette photo des phénomènes qu'on ne voit pas, par exemple. Vous voyez miroiter des courants à l'entrée de Gibraltar. Photo suivante. Ça, ce sont des aurores boréales. C'est moi qui ai pris la photo. J'étais en sortie extraviculaire et au bout d'un moment, mon camarade me dit « Philippe, dans l'espace, comme la nuit, partez en voiture, vous êtes arrivé, il des jours, vous êtes vaillant. Vous allez partir avec la voiture. Là. Il n'y a pas beaucoup de pétrole dans la voiture. Voiture électrique, c'est pire encore. Vous allez partir, c'est la nuit. La nuit, on est toujours plus inquiet. La nuit, c'est... Dans le cortex, là, il y a des loups qui sortent. Et dans l'espace, je me retourne et il me dit « Regarde ça, et ce que je vois, c'est merveilleux, ce sont des aurores. » Donc les aurores sont des particules solaires qui sont prisonnières, qui passent, qui vont se retrouver soit au pôle Nord, soit au pôle Sud. Aurore, on a perdu. On les appelle boréales, soit au sud et on les appelle australes. Et c'est le même phénomène. C'est un phénomène qui est bien donc au-delà de l'atmosphère. On voyait tout à l'heure l'atmosphère, elle est ténue et les aurores sont bien au-delà. Alors, là c'était une photo. J'ai d'autres photos. Donc on va peut-être attendre les photos pour. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau de la présentation de la responsabilité? Alors, passer du jour à la nuit, ça donne quel type d'impression? Très troublant parce que là aussi la physiologie l'emporte. Quand c'est la nuit, on a sommeil. Donc on se retrouve en phase de nuit, on est plus inquiet. Je disais, on est inquiet, on a sommeil. Et il faut aller se coucher. Si vous avez besoin de vous coucher, il faut le faire avant que le soleil ne revienne. Parce que si vous avez sommeil, vous allez pour vous coucher, et là le soleil revient, c'est foutu. Hein? Donc, vous repartez, c'est le matin, vous prendrez bien un petit café. Et donc il faut savoir s'adapter de toute la différence. Voilà pour les aurores boréales. Et alors il y a une vidéo extraordinaire que je vais vous livrer maintenant, qui est un peu le best-of, le meilleur de toutes les, je peux l'annoncer, de toutes les photos et vidéos de aurores boréales. Alors elle ne se lance pas. En fait, la vidéo ne vient pas. Il est bloqué. Parce que c'est... Oui, on l'entend. J'ai rajouté une musique que vous avez. La sortir cette intervention, c'est Laurent. Il s'est bloqué sur l'image et en fait, on est sur une image qui est après. Voilà. Je suis en présentation, à mon avis. Clique. Voilà. Je clique encore. Voilà la vidéo qui va sur ces images. C'est moi qui ai rajouté ces images. C'est cette musique, parce que je dois trouver inspirant. L'image est un petit peu accélérée, bien évidemment, pour montrer plus de choses. Et ce qui apparaît à ce moment-là, c'est un peu l'image d'une Terre vivante. C'est la
deuxième, ce que j'appelle la deuxième révélation de l'astronome. La première, c'est la fragilité. La deuxième, c'est de voir la Terre comme un être vivant. Vous voyez, cette Terre, cette humanité qui se révèle la nuit à travers les lumières, on ne vit très peu de jours, qui se révèle la nuit, les éclairs qui vont passer d'un bord à l'autre des continents. Toute cette animation donne vraiment l'impression d'une Terre vivante, à l'image de ce que les biologistes appellent Gaïa, puisque finalement la seule entité humaine, celle qui est la seule entité vivante, celle qui est autonome, et la seule entité autonome, c'est la Terre elle-même, puisque nous dépendons de tout le reste pour vivre et pour survivre. Ce que beaucoup de gens ont malheureusement oublié, le défi premier à mon sens étant celui de la biodiversité. Seul défi à relever qui nous permettra d'être plus résilient dans le deuxième défi du réchauffement climatique. Mais la Terre, en tout cas, est un être vivant, et ça, c'est vraiment une révélation très très forte. Je pense que ces images, je vais le démontrer. Photo suivante. Alors, un petit quiz, on est entre nous, pour essayer de deviner où nous sommes. Péloponnèse, on va le remettre à l'endroit, parce que vous avez fait exprès, pas plus ou moins à l'endroit. Voilà. Alors, c'est vrai que, quand on utilise Google, Google Maps s'empresse de mettre des noms, des frontières. Là, c'est chez moi. Là, je l'appelle Kharkiv. Moi, je l'appelle Kharkov. Moi, je l'appelle Ville. Moi, je l'appelle Lvov. Et c'est vrai que l'astronaute a la chance de voir la Terre sans les frontières. Et d'être quelque part, en plus on est de pays différents, un peu habitants d'une même planète. Et là, je reprends une phrase de Synthèque qui m'avait beaucoup marqué, qui dit, sur les frontières, qui diffère de moi, mon frère, loin de me léser, m'enrichit. Et la chance de l'astronaute, c'est vraiment de vivre dans un milieu international. Bien sûr, tout le monde n'a pas accès à l'espace aujourd'hui, mais c'est quand même assez riche. Les Japonais, les Brésiliens, les Russes, et de voir la Terre comme un seul vaisseau, celui qui nous a été donné à la naissance. Photo suivante. On parlait avec Brigitte tout à l'heure des astéroïdes. Alors, il y a un cratère qui est connu, c'est le cratère du Manitou-Adam, qui fait 200 km de diamètre, et qui est là pour nous rappeler que effectivement, la Terre a été bombardée. On a eu une très bonne conférence tout à l'heure, et je rebondis là-dessus parce que effectivement, le fait d'avoir maîtrisé aujourd'hui nous laisse quand même une possibilité de réagir, et j'espère qu'on sera en capacité de le faire. C'est un débat tout à l'heure, mais la probabilité n'est pas nulle que ça revienne. Même si on a été bombardé beaucoup dans le passé, on l'est moins, mais le risque existe toujours. J'ai pris cette photo. Des fois, si vous prenez l'avion, l'orthodromie passe par le Canada, quand vous allez aux États-Unis, et il est possible de voir ce cratère par le Luno. J'ai pu le voir à 2 reprises par le Luno. Photo suivante. Alors, cette photo, bien sûr, elle est là pour nous rappeler au large de nous la perte d'Antoine de Saint-Exupéry. On a retrouvé l'épave de son avion à 85 mètres de profondeur. Et cette photo, je l'ai prise parce que je suis de Provence et que j'ai grandi ici, ma femme et David m'ont être pour Saint-Esprit. Puis je n'avais pas finalement compris ce que j'avais fait une photo. Cette photo, elle nous explique d'autres choses. Elle nous montre un siècle de Provence, très clair, balayé probablement par un bon mistral. Et puis, sur le bassin industriel italien, ici, elle nous montre une espèce de poussière résiduelle. Ce sont les particules qui stagnent du bassin industriel italien. J'ai vu la même chose quitter la Chine, emmenée par les vents dominants, jusque sur la côte ouest des États-Unis. Et donc, à l'œil nu, on voit la pollution humaine, on voit la pollution en particules. Et quand on a cette chance de voir, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a encore que je ne vois pas? Et je crois, moi, à la force des images. Je pense que les images sont très importantes pour les scientifiques. Je me suis posé la question de est-ce qu'un astronaute pouvait voir la pollution au gaz à effet de serre? Alors, on va lancer cette animation. Une animation qui est très vieille, elle date de 2006. Ça fait très longtemps qu'on travaille sur le sujet. On était à l'époque, je me souviens, 300 quelques ppm, on n'est pas dans les calculs d'aujourd'hui. Elle est lancée dans ça. Et vous avez ici un petit compteur, on est en 2006, et on est au mois de janvier, et on va regarder un petit peu comment le CO2 se diffuse dans l'atmosphère. C'est l'image de « et si on était capable de voir le CO2 avec nos yeux ?» Ce serait intéressant, n'est-ce pas?
eh bien, il se diffuse dans l'hiver et reste principalement dans l'hémisphère nord. Et il émane de 3 endroits, les 3 grands pollueurs de la planète, bien évidemment, les États-Unis, la Chine, on en parle beaucoup, mais également. Et on voit comment, emmené par les vents dominants, il se répartit, il s'égalise dans l'atmosphère. Vous avez l'échelle en ppm, qui est en bas à droite, et on voit comment, donc, au cours de l'hiver, du mois de mars, est encore au fort, et comment, donc, sur une simple saison, on met énormément de CO2 dans l'atmosphère. En fait, une grosse partie de ce CO2 va être ensuite récupérée par le végétal, par la photosynthèse, au printemps et l'été. Et malheureusement, ce n'est que le delta de ce qui est resté dans l'atmosphère qui va participer au réchauffement climatique. Alors, on va commencer à rentrer dans la saison du printemps, et on va voir effectivement ces couleurs rouges qui représentent des ppm supérieurs s'atténuer, revenir presque à l'état initial, au fur et à mesure que la nature reste lente. Et c'est vrai que c'est d'autant plus effrayant. On se dit que comme la Terre sera de plus en plus chaude, la nature aura de plus en plus de mal, par exemple. Donc, ça fait partie des déséquilibres. Et on voit comment donc, la nature réabsorbe une grosse partie de ce CO2. Il reste quelques feux on voit du CO, qui est aussi un gaz à effet de serre, en Amérique du Sud, en Afrique. Voilà. Je pensais que c'était important de montrer une image. Dans Le Petit Prince, Saint-Ex a utilisé des images parce que c'est vrai que l'image amène toujours quelque chose de plus. Voilà ce qu'aurait pu voir un astronaute si on avait les yeux capables de voir le ciel. Photo suivante. Ça, c'est le réchauffement climatique. On le passe, vous le savez tous, il accélère. Non, mais on va passer sur l'image. Alors, j'ai essayé de documenter quelques phénomènes liés au réchauffement climatique. C'était en 2006. Alors, j'ai volé en 2002, mais pour reprendre un petit peu les grandes étapes du GIEC, etc. 2005, c'était Kyoto. Donc j'ai volé avant Kyoto. Et à la NASA, on était très conscient des problématiques de réchauffement climatique. Les États-Unis sont un pays paradoxal. C'est le pays qui va, avec Trump, drill, baby drill, consommer le plus possible et ne faire aucun effort. La plupart des amis républicains estiment qu'il n'existe pas de réchauffement climatique. Et dans le même temps, à la NASA, il y a des scientifiques extraordinaires qui nous ont sensibilisés, nous, pilotes de chasse. On arrivait à la NASA, peut-être qu'ils se sont fait virer depuis. On arrivait à la NASA et on nous a sensibilisés au réchauffement climatique. Les astronautes ont largement documenté très très tôt, par exemple, la fonte des glaciers. Il y a énormément de photos qui étaient prises par les astronautes. Et donc il y a eu une vraie volonté de la NASA de documenter tout ça. Et donc moi, naturellement, j'ai commencé à faire ma petite. Alors il y a eu un feu de forêt où j'ai volé énorme, donc j'avais pris ce feu de forêt. J'avais pris la mer d'Aral, parce qu'effectivement c'était l'exemple de ce que l'homme peut faire de plus mauvais. En l'occurrence, l'Union soviétique, quand elle a pris l'eau d'une mer, transformée en désert pour irriguer les cotons en plein désert. Et donc c'est une photo de la mer d'Aral, il reste encore un peu d'eau, on a presque plus maintenant. Et je termine cette photo qui n'est pas une photo de moi, puisque vous le voyez, c'est un montage. Un montage de ce que la Terre, comment la vie apparaît, comment l'humain apparaît sur Terre la nuit. Et souvent, j'aime poser la question aux enfants, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Et alors les enfants me disent, on voit où vivent les gens. Ah, c'est intéressant. Et en Afrique, il y a combien de gens? 1,5 milliard. Bientôt 2,5. Ces gens-là, on ne les voit pas. En fait, ici au Maroc, en Afrique du Sud, en fait, c'est la carte des richesses. Cette carte, c'est une corrélation directe de la richesse des pays, la capacité qu'on a à éclairer le ciel de nuit, et donc la richesse du pays. C'est en fait la carte de ceux qui devraient participer aujourd'hui au financement de la lutte contre le réchauffement climatique. J'aime à présenter cette image parce que c'est bien. On va passer à la photo suivante. Pour revenir donc au Petit Prince, qui avait été le symbole de ma mission, j'ai fait voler cet ouvrage, j'en ai pris la photo, je l'ai rendu à François, et je ne sais pas où est cet ouvrage aujourd'hui. Il a volé, et je sais qu'Antoine de Saint-Exupéry aurait été un astronaute extraordinaire, puisqu'il avait écrit des choses que peuvent écrire un astronaute. Il nous avait dit, pourquoi nous haïr? Nous sommes tous solidaires.
emporté sur la même planète l'équipage d'un même navire. Il avait eu la capacité en tant que pilote d'imaginer ce qu'était finalement le navire Terre. Et c'est un peu l'histoire du Petit Prince. Ce Petit Prince, qui est sur sa planète désolée, un peu comme la nôtre aujourd'hui, un peu trop grand pour sa planète, comme on est un peu notre population trop importante sur notre propre planète. Mais heureusement, Saint-Exupéry nous donne un message. Et c'est le message d'espoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, Madame la maire, en expliquant que Saint-Exupéry, c'est quelqu'un qui s'est battu toute sa vie et qui a été dans l'action, et c'est ce que j'appelle la spiritualité de l'action. Saint-Exupéry nous dit face au problème, nul ne peut se sentir à la fois responsable et désespéré. La grande théorie, c'est la responsabilité. L'homme est responsable. Donc, il me dit finalement, moi, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, parce que j'ai eu des problèmes, j'ai essayé de les résoudre. Et toute ma vie, j'ai été responsable et donc non désespéré. C'est-à-dire, je vois que aujourd'hui que je suis à la retraite, j'ai moins de responsabilités, j'aurais tendance à partir dans des histoires, donc il faut à tout prix retrouver des activités et être responsable. C'est un peu la leçon de ce vol, ensemble, et il est temps bientôt de quitter, photo suivante, on va quitter la station spatiale, on va rentrer dans l'atmosphère, photo et vidéo suivante. Voilà. Donc la vidéo, tu peux la lancer. La navette est à ce moment-là un planeur qui va rentrer, planer dans l'atmosphère pour retrouver une piste d'atterrissage, en partant d'un bout de la Terre, en arrivant à l'autre bout de la Terre, en partant en Mach 25 et en se posant à 200 nœuds. C'est quand même extraordinaire. Là, vous créez le plasma, vous créez la dissipation de l'énergie colossale de la navette au moment où elle rentre. La navette, il faut l'imaginer, elle plonge sous un angle de 20 degrés. C'est incroyable, elle a 45 degrés d'incidence, c'est un peu un fer à repasser qui descend dans l'atmosphère. Au dernier moment, elle va arrondir, et au dernier moment, elle va sortir le train, c'est à 300 pieds que le train est sorti, avec des boulons explosifs. Et là, je me retrouve à l'intérieur avec cette image extraordinaire de me dire qu'il est bon de revenir sur Terre. Pour avoir vu la Terre comme une planète, au moment où on revient, on dit mais c'est extraordinaire. Cette planète, c'est celle que je veux, elle est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a été confinés dans ce truc-là avec d'autres gens, et on ouvre, et il y a des faits, il y a ce qu'on aime. Alors, pour la petite info, j'ai eu aucune couverture médiatique pendant mon vol. Et donc c'est ma femme qui a tourné cette image à l'arrivée, il n'est pas sur la liste. Et on retrouve ce qu'on aime, on retrouve le bruit des cigales, on retrouve la verdure, les oiseaux, et on se dit, mais cette planète, elle est vraiment extraordinaire. Dans l'espace, on est en survie permanente. Les gens qui vous parlent de cultiver des patates, des salades pour aller sur Mars, je pense qu'ils peuvent aller se réveiller à ce que. Et donc ça va être très difficile d'aller sur Mars. Voilà, cette image de fin, c'est l'image de la réussite technologique, d'hommes qui sont en orbite autour de la Terre, 400 km, et donc c'est mon petit coup d'au revoir. C'est la fin de la vidéo, je crois qu'il y a une image peut-être après, on aura terminé. Voilà, nous voilà revenus sur Terre, et j'ai ensuite quitté la NASA, parce que je voulais pas travailler sur des matériels européens, c'est bien sympa d'être invité. J'avais fait un très beau vol, et quand même je me sentais un peu étranger, un peu invité chez les autres, et je suis voulu revenir dans le giron de l'Europe pour participer à la grande aventure Airbus. J'ai été pilote d'essai chez Airbus 17 ans, et là j'ai fait beaucoup de développement, avec toujours l'idée d'attendre l'avion hydrogène. J'ai participé à beaucoup de développement moteur pour gagner pareil en autonomie, et comme j'ai vu que l'avion hydrogène n'arriverait pas, j'ai quitté Airbus, et j'ai rejoint une petite boîte où on essaye de créer un avion hydrogène gazeux à Toulouse, et sans trop de financement, on a un peu de mal. Mais cette photo, c'est en 350, c'est pris par un photographe russe au moment où j'allais pour me poser à Moscou. Au moment où je passais dans la ville, quelque part en Russie. Pour revenir à la citation de Saint-Exupéry, la plus fameuse peut-être, et qui est celle qui dit qu'un luxe véritable, c'est celui des relations humaines. Bien, je voulais vous dire que c'est un luxe d'avoir partagé ce moment avec vous. Et je vous en remercie. On a du temps pour les questions. Certains ont déjà vu la conférence. C'est la cinquième. Et il me dit que c'est jamais la même conférence. Ça dépend des gens. Moi, j'aime bien vous regarder, je vois ce que vous faites. Monsieur. Oui, moi j'ai deux questions. Une,
c'est un peu sur la vie privée parce